l'autre aspect aussi, c'est que par une fondation, c'est pas la même chose qu'une business. Tous les argents, le plus possible, une grosse partie des argents, vont être utilisés à l'achat vraiment de matériel pour faire des machines à énergie renouvelable. Là, j'ai pris la biomasse parce qu'au Québec, il y en a en masse. Si on serait dans le désert, on parlerait du solaire. Si on serait en Gaspésie, on parlerait des énergies éoliennes. Si on serait sur la Côte-Nord, on parle d'hydroélectricité avec les grandes rivières. Ouais. Mais ça, c'est tout des énergies renouvelables. Mais la biomasse, moi, ce que je trouve merveilleux de celle-là, c'est qu'on peut l'emmagasiner, la comprimer, la transformer, puis la transporter. Comme là, par exemple, là, en bonbonne. Mais il y a d'autres types de biomasse, comme là, une que je travaille bien gros pour faire importer des États-Unis, c'est une algue microscopique qui a 10 microns. C'est très petit. C'est une algue qui est verte, qui peut être... là, on la cultive dans des bassins fermés, c'est pas dans la nature. Et ce qu'elle a besoin, c'est deux choses vraiment merveilleuses. De la lumière, puis du gaz carbonique. Donc, le gaz carbonique ambiant dans l'air est injecté dans ces bassins-là, puis elle a la capacité de se doubler à toutes les 24 heures. Cette algue-là, elle a la capacité aussi de se transformer à 40% de son poids en huile. Cette huile-là peut être transformée directement en biodiesel. Fait que là, à ce moment-là, ça devient comme des immenses panneaux solaires qu'on peut emmagasiner cette énergie-là sous forme d'huile qu'on peut utiliser n'importe quand à l'année. Puis ça n'en prend pas une tonne là, pour remplacer ce que ça prend pour faire fonctionner un véhicule. Fait que là où est-ce qu'il y a des champs qui sont non cultivables ou impropres à la consommation, on peut installer des grosses serres, cultiver ces algues-là. C'est juste un exemple. J'ai fait le calcul à un moment donné, juste dans les terre-pleins des autoroutes. Ça, c'est une idée de fou, là, mais en tout cas, on fait du brainstorming. C'est perdu. Ça fait que ça qu'on fait de l'argent des toutes les terres qui sont disponibles, les terre-pleins des autoroutes. Ah, ouais. Si on se mettait à cultiver du canola, qui est impropre à la consommation humaine, on ne se trouve pas à utiliser des terres pour enlever des céréales aux gens. Là. C'est des terres qu'on ne pourra jamais faire pousser du blé d'Inde là. Ben, le canola, c'est une plante qui vient à peu près 1,5 pied de haut. C'est des terres qu'on est obligé quand même, le ministère est obligé de payer pour faire défricher à chaque année. On partirait des cultures de canola. Il y aurait assez de canola pour faire fonctionner au moins 5000 véhicules diesel à l'année, à calculer sur 25 000 km par année. Fait que, Une flotte de police. Mais est-ce que, oui. Non, mais c'est vrai. Oui, mais est-ce que c'est des exemples comme tu donnes, là, est-ce que c'est polluant au niveau de l'environnement? Là? OK, ben là, c'est tout le temps le carbone. Parce qu'on dit souvent que le CO2 produit, là, c'est des gaz produits par les animaux, hein? Oui, ben là, ça produit autant, ça pollue autant ça Qu'un char. qu'un auto. OK. Ouais, c'est ça. Oui, parce que si, par exemple, bon, OK, on va partir du début. C'est tout le temps une question de carbone. Ouais. Les changements climatiques sont dus au carbone. Le carbone a grimpé en flèche. L'équation facile à faire, plus qu'il y en a, plus qu'il y a de changements climatiques. Le carbone de l'énergie dans la biomasse, comme les deux exemples qu'on vient de voir, c'est un carbone qui est dit neutre. Parce que c'est un carbone qui appartient à notre cycle, à notre époque, si je peux dire. Par exemple, si on prend le méthaniseur, le méthane qui sort de là, ce carbone-là provient de la plante qui a été mangée par l'animal. Oui. Donc, on a tout appris à la petite école qu'une plante, pour grandir, ça a besoin de soleil et du gaz carbonique. Elle consomme du gaz carbonique puis elle rejette de l'oxygène. Ensuite, quand elle est consommée, ben, c'est le carbone, c'est ce carbone-là qui est absorbé. S'il est rebrûlé, il est relibéré. Oui. Par contre, si on parle de pétrole, c'est du carbone qui était séquestré sous terre depuis 300 millions d'années. Et celui-là, il faut qu'il reste là. Fait que si on aurait appris, il y a 200 ans, à fonctionner tout le temps avec le carbone qu'on avait de disponible dans notre atmosphère, il n'y a absolument rien qui aurait changé, là, côté climatique. Là, on est en train de changer notre climat simplement à cause de la consommation des énergies fossiles. On parle de pétrole, on parle d'anthracite, les charbons miniers. On parle aussi du faux gaz naturel que j'appellerais, moi. Il y en a qui ont la prétention d'appeler gaz naturel ce qui se trouve à extraire des roches à côté des puits de pétrole. Ouais. Mais c'est du méthane qui a été formé par le pétrole qui est sous terre. Fait que c'est encore du carbone qui est fossile, finalement. Ou avec un projet que Jean Charest a annoncé dernièrement,
d'aller exploiter le gaz de schiste. Ça, c'est des roches de la vallée du Saint-Laurent, de la vallée du Saint-Laurent, dis-je, qui dégagent justement du méthane, qui est fossile, du méthane qui est séquestré là depuis des centaines de milliers d'années. C'est ça. Fait que là, d'un côté, on nous annonce des beaux projets d'implication dans l'énergie renouvelable. De l'autre côté, ils parlent d'aller extraire ce méthane-là, bon, puis que ça serait bon pour l'économie. L'économie, à un moment donné, elle va s'effondrer si on n'arrête pas, parce que si c'est pas en arrêtant d'extraire des énergies fossiles, c'est qu'il n'y aura plus un prix quand on va arriver au point de non-retour. Fait que ce que j'espère, c'est qu'on n'y arrive pas, du moins, là. Avec la Fondation, à un moment donné, ce que je pense, c'est que les gens vont se tourner vers des organismes comme celui-là pour accélérer le développement. Parce que le but de la Fondation, c'est de démystifier, rendre accessible, puis promouvoir ces énergies-là. C'est ça. Il y a une ferme à Saint-Odilon qui produit son électricité justement par le fumier des animaux. Ah oui? Je suis allé visiter. Oui, tu es allé? Oui, à Saint-Hilaire, la ferme Saint-Hilaire, à Saint-Hilaire. C'est ça. Une très belle installation. Ouais. Cette ferme-là sert en même temps de recherche et développement pour la compagnie Bioterre. Puis Hydro-Québec ont installé aussi en même temps dans cette même installation-là une génératrice de 40 kW. Donc bonne pour alimenter une quinzaine de maisons. C'est ça. Fait que c'est à titre expérimental aussi. Le setup a coûté dans les alentours de 750 000. Fait que c'est beaucoup. Fait que pour dire de rentabiliser ça, on parle de beaucoup d'années. Ils ont été subventionnés pour installer tout ça. Oui. Mais par contre, c'est une preuve qu'on peut fournir son énergie, son électricité par de la biomasse comme ça. Pour fonctionner, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Très bien. Il fournit toute son électricité, une grosse ferme, à part de ça. Oui. Cet été, je suis allé visiter la ferme Blackburn, la fromagerie Blackburn. Eux, à partir du petit lait de la fromagerie, ils se trouvent à refabriquer le méthane que ça prend pour faire fonctionner les caillards. Ça prend énormément d'énergie pour faire fonctionner des caillards à fromage. Fait qu'ils s'alimentent de leur rejet. Ils devaient payer au début pour se débarrasser du petit lait parce que tu peux pas envoyer ça directement dans la nature. Et à ce moment-là, ils passaient dans un biométhaniseur avec la bonne bactérie. Ça fait leur méthane. Ils disent qu'ils sont autosuffisants à 90%. Donc l'autre 10% provient de pétrole. Mais ils ont réduit quand même de 90%. C'est bon. C'est énorme. Mais d'autant plus, ce qui sort du biométhaniseur, ils peuvent l'envoyer directement dans les fosses qu'ils ont pour les vaches. C'est ça. Ils sont légales, tout est correct. Ils payent plus pour s'en débarrasser, puis ils font leur énergie. Ce biométhaniseur-là, c'est payé. Les rejets, ça devient de l'engrais qui peuvent étendre dans le champ. Oui. Puis ça sent rien. Non. C'est ça. Fait que là, ce qui sort de mon petit baril, si on termine avec lui, il y a du potentiel là-dedans dans la bosse. Hein. Ouais. Ce qui sort de là, c'est un compost qui est noirâtre. Le nerf de la guerre en agriculture, c'est le phosphore. Si on étend directement des fumiers, des purins dans les champs, à la première pluie qu'il y a, le phosphore, une grande partie du phosphore de ce purin-là, il est délavé, s'en va dans la nappe phréatique ou prend les ruisseaux, les cours d'eau, puis se ramasse dans le lac Fortin à faire des algues bleues. C'est ça. Parce que les algues bleues, c'est une défense de la nature. Le phosphore augmente, la nature augmente ses algues bleues, parce que les algues bleues s'en nourrissent. On leur donne de quoi manger, puis eux autres se reproduisent. Mais si on sortirait ça d'un biométhaniseur, on fait l'épandage de la même manière. Là, à ce moment-là, le phosphore, il se trouve à être granulé. Ça prend une première pluie, ils fond un petit peu. Le sol en absorbe un peu. Les plantes qui en poussent l'absorbent à ce moment-là. Ils ont le temps de l'absorber. Ça prend une deuxième pluie, ils en refont encore un peu. Les plantes l'absorbent encore, puis là, ainsi de suite. Il ne s'en va pas avec l'écoulement des eaux pour polluer les rivières et tout ça. Là. Exactement. Fait que là, à ce moment-là, on touche à l'énergie, on touche même aux algues bleues, on touche à tout ça. Exact. On change la cadence pour se rendre à l'évidence. Quand on ensemble la danse de la dernière chance. Il faut que dans les yeux s'allume le feu de la conscience. Il faut que dans les yeux renaisse le bleu de la confiance.